difficile pour moi de choisir un sujet qui concerne tous les métiers qui sont là et majoritairement des architectes. Je ne suis pas architecte, moi je suis jardinier. Je propose quelque chose qui s'appellerait le partage de la signature et qui met en avant ce que j'appelle la préséance du vivant, c'est-à-dire tous les autres intervenants, que ce soit des plantes, des animaux ou des humains, qui finalement arrivent, en co-signant, à réaliser et surtout à transformer en permanence le jardin. Un bâtiment, a priori, bien que Martine vienne de nous expliquer que les constructions en terre cuite peuvent s'effondrer, on les refait, mais en général, les bâtiments durent très longtemps, avec une forme qui reste. Un jardin, jamais. On sait quand il commence, on ne sait pas du tout quand il finit, et il se transforme en permanence, sauf si, par névrose, on veut absolument qu'il conserve une forme, alors que les plantes dont il est fabriqué inventent, transforment. Moi, j'ai pris le parti d'accepter cette transformation. Donc, le sujet porte sur ce partage de la signature, la préséance du vivant, et la question même de la forme. Alors ça, par exemple, c'est pour moi un jardin. Mais évidemment que pour la majorité des gens, c'est une sorte, pas de friche à proprement parler, mais enfin bon, un mélange d'espèces plantées n'importe comment, qui poussent comme elles le veulent. Et en fait, il s'agit en réalité d'un jardin. Bon, on est au Vanuatu, on n'est pas chez nous, mais peu importe. Elles poussent avec beaucoup de liberté. Et cette quantité-là de diversité fait que ce jardin a toujours quelque chose, dans ce petit espace-là, toujours quelque chose d'extraordinaire à montrer, quel que soit le jour de l'année. De toute façon, même dans nos climats, on a aussi la surprise. Moi, je suis jardinier, je le dis bien, parce que j'ai un jardin. Et tous les jours, je trouve un truc que je n'avais pas vu la veille. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de géométrie. Il y a un foisonnement. Ça, c'est un plan que j'ai eu l'occasion de faire il n'y avait pas très longtemps d'ailleurs. Avec une géométrie, on est dans la forme. Et c'est pour des raisons fonctionnelles que j'ai pris ce parti. Bon, c'est un jardin qui n'a pas été réalisé du tout, alors que ça devait être un parc public pédagogique sur la question de la revitalisation des sols sur une parcelle de 17 hectares sur le plateau de Saclay, où chacun de ces morceaux en carré a une formule différente pour revitaliser. Car c'est un sol mort, étant donné qu'il est exploité de façon industrielle. C'est l'agriculture d'aujourd'hui, et c'est stérile, il y a du maïs, et le sol, il n'y a rien dedans. Alors ce projet, malheureusement, n'a pas été réalisé parce que les responsables politiques de la région ont changé, et à ce moment-là, c'est tombé à l'eau. J'aimerais bien quand même qu'on le fasse un jour pour parvenir à remettre la vie dans des sols qui ont été détruits par la technique culturelle d'aujourd'hui, qui est industrielle, et pouvoir donner la formule la plus rapide pour accéder à une sorte de culture bio, si vous voulez, et les donner donc à ceux qui sont les exploitants agricoles des 2300 hectares qui se situent juste à côté et qui sont demandeurs, qui attendent. Mais pour l'instant, on n'en est pas là parce que les lobbies de l'agro-industrie ne sont pas intéressés par ce genre de travail. Mais enfin bon, je suis passé quand même par la forme, pour des raisons fonctionnelles, parce qu'il fallait, c'était une femme d'ailleurs qui se proposait pour manipuler le tracteur et faire toutes ces cultures. Il fallait que ce soit commode et voilà. Donc il y avait quelque chose de logique là-dedans. Dans d'autres projets, j'ai aussi combiné cette question-là de la forme dans sa composition et de quelque chose qui échappe à la maîtrise totalement dans le temps. On est à l'abbaye de Valloires. Il y a ici le carré qui est le cloître, que je reprends dans la composition du jardin, et c'est pour être en respect avec l'architecture du bâtiment cistercien qui est là, qui avait brûlé, qui a été reconstruit au XVIIIe. Les cisterciens ne faisaient pas des choses tout à fait classiques.
Mais là, c'était juste en respect à les moments où ça a été reconstruit. Il n'y avait pas d'architecte des monuments historiques à l'époque. Donc, ils n'étaient pas obligés de reconstruire comme ils avaient fait 100 ou 200 ans auparavant. Ce qu'on ferait aujourd'hui. Vous savez, Notre-Dame qui a brûlé, là, on le refait comme Viollet-le-Duc a voulu. On aurait pu se passer de ça et inventer un truc nouveau, parce que sans arrêt, c'était dans l'évolution même des bâtiments les plus anciens. Bon. Donc j'ai respecté cette phase-là, mais tout en dehors de ça, c'est-à-dire dans une pente qui monte ici et là, un endroit où on est plutôt au bord d'un ruisseau, là, c'est une autre gestion qui est en rapport avec le jardin en mouvement, une gestion écologique, et ça donne donc une composition mixte. Oui, j'accepte bien sûr la forme, mais ça n'est pas ça qui va dominer dans mon travail, ce sera toujours la diversité, la manière de vivre des espèces. On peut imaginer une gestion écologique, y compris dans un espace qui est construit architecturalement avec une allure un peu figée. Tout dépend de comment on s'en occupe. Si on met un désherbant pour que ce soit propre au niveau du sol, on peut faire autrement. Mais si on fait ça, on tue tout, quoi. Donc ce jardin-là, je ne vais pas vous le montrer, c'est juste pour vous dire simplement que je ne suis pas contre la question même de la forme en soi, mais que ce n'est pas ce que je privilégie. Ce que je privilégie, c'est, donc voilà, vous avez une vue de l'abbaye et du cloître végétal reconstitué, c'est vraiment le vivant dans sa complexité, et comme il nous échappe, parce que nous le connaissons mal, il faut que nous fassions le plus possible d'expérimentation sur ce sujet, de façon à pouvoir en tirer un parti. C'est valable pour l'espace rural comme pour l'espace urbain. J'ai eu l'occasion de travailler dans un endroit comme celui-là, qui est quand même assez minéral. Mais vous savez ce que c'est, la porte de Spreckelsen, on est sur la Grande Arche, il y a le pont de Chemetov, la passerelle, qui est peut-être le seul élément d'ailleurs tracé de façon architecturale justement. Tout le reste est un petit peu aléatoire, mais avec une obligation de marcher sur le sol à un endroit précis, celui qui est d'aller. Sinon, on pourrait imaginer qu'on marche partout. Malheureusement, ce jardin a été détruit pour faire le stade Arena. Il en reste un petit bout ridicule. Vous inquiétez pas, les nuages, c'est des changements de chapitre. Juste. Donc, préséance du vivant, j'avais été frappé un jour en visitant un parc à Auckland, en Nouvelle-Zélande, de voir que les gens qui ont fabriqué la route ont prêté une attention tellement importante aux arbres que même le pointillé du milieu signalait qu'il y a des courbes à respecter. Ça, j'avais jamais vu. Et ça m'a beaucoup intéressé, bien sûr. Je ne suis pas sûr que j'aurais fait l'enrobé à cet endroit, mais enfin bon, c'est pas grave. C'était pour des piétons et des vélos. Mais plus récemment, il y a eu une biennale du paysage dont j'étais responsable avec, heureusement, le collectif Coloco. Nous sommes 5 à avoir travaillé dessus pendant 2 ans pour préparer ça. Ça s'est passé entre le mois de mai et juillet de cette année. Et symboliquement, je propose ce schéma qui explique ce que l'on ferait en étant fonctionnel, efficace, pour aller d'un point A à un point B, dans un terrain plat. C'était le pourtour de la ville de Bordeaux, dans la partie sud. Bon, on va le plus vite, c'est une ligne droite, il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf que si on fait cette ligne droite, on rencontre un étang qui a une haute diversité biologique des animaux, mais aussi des plantes, des bosquets qui sont très établis, intéressants, et même un hameau avec des humains, c'est des animaux aussi, qui n'ont pas du tout envie de quitter cet endroit. Et alors, à ce moment-là, si on faisait une courbe, même un zigzag, quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la vision fonctionnaliste, on arriverait de A à B sans aucun problème. La question de la vitesse aujourd'hui, de la rentabilité dans le temps, nous amène, avec cette névrose du clic, vous savez, vous avez tout de suite la réponse quand vous allez sur Internet, à faire des choses qui ne sont pas du tout en rapport avec la durée dans le temps de n'importe quelle évolution biologique, et bien sûr avec la vie établie dans des lieux où la diversité se tient.
Alors ça a donné lieu à un titre qui déjà à l'époque, quand on a fait cette étude sur les 55 000 hectares de la ville de Bordeaux, périphérie, s'est appelé La précédence du vivant et je l'ai gardé pour la biennale. Voilà, parce que est-ce qu'aujourd'hui on pourrait avancer dans la fabrication de nos projets, dans la réalisation, en imaginant que ce qui est important, c'est de préserver le vivant, c'est pas d'obtenir un résultat qui risque de, certes, avoir une obtention efficace sur l'usage du temps, mais un désastre sur l'ensemble de la diversité. Donc c'est un changement de modèle culturel qui est demandé là. Et ces changements de modèle culturel, il y en a partout dans le monde et tout le temps. Vous savez que cette année, on a dû seulement accepter l'arrosage des golfs, un peu des terrains de foot aussi, mais les jardins, on n'avait pas le droit. Hein. Bon, ça, c'est une vision du monde qui nous a mis un peu en colère, nous les jardiniers. Comme vous savez, on n'a pas le droit d'arroser les jardins. Ben oui, l'herbe, elle jaunit, tout sèche, d'accord, voilà. Vous savez peut-être aussi qu'en Californie, depuis déjà pas mal d'années, il fait tellement sec qu'il n'y a plus d'herbe verte, difficilement en été. Donc, il y a des entreprises de peinture. On peint l'herbe en vert. On pulvérise. Hein. Alors, il paraît que maintenant, il y en a une qui est arrivée en France. Ça évolue d'une façon bizarre. Hein. Mais moi, quand je suis allé au Japon, j'ai vu une fois ça. J'ai visité, ça m'a quand même énormément intéressé. J'hésitais beaucoup à aller dans ce pays parce que tout le monde voulait y aller tout le temps, pareil. Tout l'hémisphère nord était beaucoup plus convoité que l'hémisphère sud. J'ai beaucoup plus voyagé en hémisphère sud pour cette raison-là. Puis un beau jour, je suis quand même arrivé là. Et là, je me suis dit quand même, ils s'en sortent bien, quoi. Parce que eux, ils ont accepté que l'herbe soit pas du tout verte. Ils travaillent à la pince épilée. Un jardinier, c'est un roi. Il est respecté. Il est probablement payé aussi. Et là, c'est du zoysia, qui est une graminée, qui pendant toute la période hivernale, elle est jaune, quoi. Mais l'été, elle verdit, et puis tout va bien. Et en plus, ça valorise tellement la construction spatiale de ce paysage, avec des arbustes taillés, etc., qu'on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Est-ce que nous accepterions ça? C'est pas sûr. Hein. Ça, c'était, je ne sais plus à quel moment de sécheresse, c'est chez moi. Hein. Alors, j'arrive pas à avoir du zoysia qui pousserait là, on n'est pas dans un climat méditerranéen. Mais l'été, puisque j'arrose pas, sur la photo, il y a de la pluie qui est tombée, d'accord. Bon, enfin, c'est tout. Ça devient jaune, quelquefois même avec une certaine lueur, ça devient un peu rougeâtre, c'est un peu inquiétant, mais c'est pas grave, on accepte ça. De même qu'on accepte les taupes, j'ai accepté ça. Hein. Et donc, pour ce jardin que j'ai commencé, ce que je voulais, c'était un jardin, c'était pas une maison, mais j'étais obligé de construire la maison puisqu'il n'y en avait pas. Alors, je l'ai fait de mes mains. Là, pour le coup, c'est le seul petite parenthèse qui est liée à l'architecture dans le travail pour aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de vous montrer cette photo. Cette architecture-là, pas très intéressante. C'est là-dedans que j'ai habité pendant 2 ans pour faire la première partie de la maison, qui est minuscule, hein, sinon j'y serais pas arrivé. Mais alors là, Martin, il est où? Il n'est pas là. Ah si, il est là. Il n'y a pas d'argile. J'ai pas d'argile chez moi. Pas du tout. C'est dommage. Hein. Je ne pourrais pas faire une brique. C'est du granit poreux. Le sol est une arène granitique, c'est-à-dire quelque chose où toute l'eau filtre. Tout à fait en dessous de ce sol comme ça d'arène, il y a un tout petit peu d'argile, mais minuscule, qu'on appelle l'horizon à glais, qui sent mauvais d'ailleurs. Puis il n'y a rien d'autre. Donc on est dépourvu, d'ailleurs c'est une terre très très pauvre. Alors bon, j'ai pris les briques. Bon, je veux pas si vous avez la maison vue de loin, vue de près, vous verriez que ce sont des morceaux de pierre que j'ai ramassés. J'en ai fait livrer aussi un peu parce que j'en avais pas suffisamment. J'en ai pas volé, mais enfin presque, qui étaient abandonnés parce que c'était l'époque, moi quand j'ai construit, l'époque où ils construisaient tout en parpaing, à faire des maisons avec du chauffage électrique, enfin des choses idiotes. Et moi, j'ai fait ça brique, pierre par pierre, mais entre les pierres de granit, qui avaient toutes des formes très différentes, j'ai calé avec des petites pierres de schiste. Parce que j'arrivais pas à faire les joints, c'était pas joli.
Voilà. Bon, donc ça donne un bâtiment comme celui-là. La couverture, elle est en bois, en robinet. Et ça marche assez bien. Ce que vous voyez indépendamment de la maison, parce que moi, ce que je voulais, c'était être dans un jardin. Il y a plein de fenêtres pour qu'on puisse le voir. Mais c'est aussi, ça se voit sur cette image avec les plantes qui fleurissent là, une grande liberté donnée à des espèces qui viennent toutes seules. Les marguerites, c'est pas moi qui les ai mis. Les coquelicots, c'est pas moi qui les ai mis. La fleur jaune, qui est une molène, c'est pas moi non plus. Donc, je procède dans cette mode de gestion-là à l'accueil de tout, et j'enlève parfois ce qui me semble gêner ce que je veux garder. J'appelle ça le jardinage par soustraction. Je n'ai rien mis, je ne fais que enlever quelquefois. Enfin, c'est pas que partout comme ça, mais bon. Vous voyez là, les molènes jaunes, elles viennent parce que les taupes sont venues. La taupe que tout le monde déteste, hein, évidemment. Mais j'ai voulu faire un jardin de taupes en Suisse, hein, ça n'a pas très bien marché. Parce que, bon, ils m'ont dit qu'on en a déjà et tout, mais je dis c'est dommage parce que si on fait ça, on a des taupinières, et les taupinières, ça fait remonter les graines du sous-sol dans des lieux qui ne sont pas morts par les produits chimiques. Vous avez énormément de diversité et vous voyez apparaître, par la levée de dormance du soleil, de la lumière et tout, plein d'espèces que vous ne verriez pas. Bon, j'ai fait, pour anecdote, quand même quelque chose en rapport avec la taupe à Lausanne en 2018. C'était un cadran solaire. Parce que la taupe arrive 3 heures dans la journée. Hein. Le matin à 7 heures, à midi, à 5 heures de l'après-midi, j'avais appris ça chez un client particulier qui avait son fusil pour les tuer, donc il savait quelle heure ça se passait. Bon, ils m'ont appris à tuer aussi. Et donc, je vais leur faire, ils ne veulent pas un jardin de taupe, d'accord, je leur fais un cadran solaire. Et c'est pour parler de ça, c'est-à-dire la diversité du sol est en rapport avec celle qu'on voit aussi par-dessus. Donc j'ai commencé beaucoup à travailler là-dessus. Moi, je suis arrivé au jardin, celui que vous avez vu là, par un petit morceau, des années auparavant, quand j'étais enfant chez mes parents, on regardait comment c'est une chenille, qu'est-ce qu'elle mange, et que finalement, est-ce que l'oiseau qui arrive va la manger ou pas? C'est-à-dire se retrouver dans un écosystème presque immédiatement en observant juste une espèce. Quand on détruit une espèce, on croit qu'on détruit une espèce. On ne détruit pas une espèce, on détruit un écosystème, c'est-à-dire un ensemble. Et je ne voulais pas faire ça. Ça, c'est une chenille qui donne ce papillon-là. Malheureusement, elle a beaucoup diminué parce qu'il y a des cultures de maïs qui tuent tout. Ça, c'est la plante dont je vous parlais tout à l'heure, très vagabonde. Et celle qui a donné lieu pour moi à ce que j'appelle le jardin en mouvement, c'est la grande berce, la berce du Caucase, qui est énorme, qui germe à partir de la graine, mais qui va mourir dès qu'elle aura fait sa graine. Elle va donc se déplacer. Et comme un jour, elle arrive dans un passage étroit où je passais à pied, je dis, qu'est-ce que je fais? Je passe plus. Je la veux, je la garde. Donc je fais le chemin ailleurs. Je change la forme. La question de la forme par laquelle j'ai commencé, elle est très importante parce que, a priori, dans les jardins les plus traditionnels, on la respecte et on la répète. Mais là, pas du tout. Puisque la graine va tomber au sol, mais elle ne va pas forcément germer là, elle va être transportée par un oiseau, par le vent, ça va germer ailleurs, etc. La forme va changer. Et vous voyez, elle arrive plus loin, dans une partie du jardin. Alors le chien vous donne l'échelle, hein. Ça vous dit que la plante, elle est très grosse. Elle transforme le paysage au point de faire un écran. Donc vous avez quelque chose de temporaire, annuel, mais qui fait que vous n'avez plus la même vision d'une année sur l'autre, du tout. Ça s'appelle le jardin en mouvement. En plus, c'est très attractif, c'est très intéressant d'un point de vue écologique. La première fois que ça a été appliqué, c'est au parc André Citroën. Vous voyez rien. Enfin, c'est un peu trouble, hein. Mais bon, dans cette partie-là, alors que tout le reste est dessiné de façon architectonique forte, avec un grand espace rectangulaire de vide central, et puis des jardins sériels sur les côtés, tout ça c'est quand même très construit. Nous étions 4, un autre paysagiste, 2 architectes et moi, parce qu'il y avait 2 équipes, 2 paysagistes, 2 architectes, mais en fait ça faisait un peu comme s'il y avait 3 architectes et un jardinier, quoi. Donc la marque donnée par la préséance du vivant à cette époque-là, c'est vieux,
ça date de 1992, l'inauguration, ben, elle n'était pas très visible. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, mais bon, voilà, ça vous donne la forme aujourd'hui vue de haut. Des jardins qui ont certainement des espaces d'enclos, donc c'est vrai, la définition du mot, le jardin veut dire enclos, mais avec quand même, à l'intérieur de chacun d'eux, quelque chose qui est en rapport avec la possibilité de se déplacer pour les espèces mises en place. Et le dessinateur, il est là, dans la partie du jardin en mouvement, pas dans le reste. C'est lui qui décide de faire la courbe, d'enlever des plantes qu'il ne pense pas très importantes ou intéressantes et de laisser pousser d'autres. C'est facile à faire dans la strate herbacée, c'est pas forcément facile avec des ligneux un peu moins, mais enfin le problème est le même. Et donc là encore, la forme change. Mais vous voyez que là, il y a plusieurs co-signataires. Moi, j'ai fait la proposition de la série floristique. Elle a été semée. Ça a poussé, mais pas tout. Là, c'est la nature qui co-signe, première signature. Ensuite, il y a celui qui entretient. Et lui, il est très important dans cette histoire, dans le temps. Donc, on est obligatoirement dans la co-signature, sauf, comme je le disais tout à l'heure, dans le cas où on voudrait refaire la forme chaque année, tout le temps, ce qui est un travail de fou. Voilà, donc ça change beaucoup, ça évolue beaucoup, et là, en ce moment, je pense qu'il faudrait qu'on enlève des arbres. On circule donc dans un milieu qui est pas une friche, qui est assez... Enfin, c'est pas vraiment une friche armée. La friche armée, elle a des épines, mais c'est très coloré et ça change tout le temps. Le jardin planétaire, c'est la vision du jardin tel que j'ai donné un peu une explication, mais à une échelle planétaire, ça signifie la planète est un jardin. Parce qu'il y a un brassage planétaire à l'intérieur, tout circule tout le temps, les plantes voyagent avec des animaux dans le tube digestif, quelquefois même certaines en ont besoin pour pouvoir germer plus loin, mais entre le moment où l'oiseau a mangé la cerise ici et où il jette le noyau là-bas, il a fait combien de kilomètres, on ne sait pas, tout a toujours voyagé. L'idée qu'il y aurait des séries floristiques qui sont là en étant complètement indigènes et que celles qui arrivent n'ont pas le droit d'exister est une idée qui ne correspond absolument pas du tout à la vie, tout simplement, et à l'histoire de la planète, évidemment, sauf lorsque l'on a des limites de biome, c'est-à-dire climatiques. Effectivement, une plante qui est habituée à un climat tempéré n'ira pas vivre dans un désert ou dans un climat glacé. Mais c'est tout. Elle pourra revivre dans un autre continent, sur un autre continent, dans le même climat, et si possible le même sol. Donc le jardin planétaire, c'est vraiment l'idée du brassage planétaire à l'échelle planétaire. Le brassage existe depuis le premier jardin. Lorsqu'on a fait le premier jardin, premier nomade qui s'installe, qui se sédentarise, ils apportent dans un petit enclos une plante qu'ils allaient chercher, qu'ils allaient ramasser le long des parcours. Mais là, ils l'importent pour le mettre dans l'enclos. On est dans le transport des végétaux et on le fait de plus en plus au fur et à mesure et de plus en plus vite, au fur et à mesure que l'on a des outils pour aller vite, pour se déplacer. Les tomates et les pommes de terre, ça ne vient pas de chez nous, les kartoffeln. Ça se dit comme ça. Je cherche les autres noms en roumain, mais j'ai oublié. Enfin bon, parce qu'il y en a quand même en Allemagne, en Autriche, en Roumanie, vous avez des pommes de terre, il y en a partout des pommes. C'est pas du tout originaire de là. Ça vient du tour du lac Titicaca. Vous voyez, c'est récent l'importation, mais on l'a fait artificiellement. On a accéléré quelque chose qui est un mécanisme qui existe depuis toujours. Donc là, on est sur ce dessin, dans l'épaisseur du vivant. Ce sont les limites de la biosphère. 8, 9, 10, 11 000 mètres au-dessus du niveau de la mer et 8 000 mètres en dessous, pas beaucoup. Ça, c'est ce qui permet de vivre, c'est de l'eau. Sans eau, il n'y a rien du tout. Là, ici, il y a de l'eau. On ne se rend pas compte parce que les conditions de la condensation dans la salle, ici, elles n'existent pas. Mais si elles existaient, ce serait de la brume. Et on a de l'eau dans le corps, on a de l'eau partout, et on rejette cette eau, ça fait des nuages, ça circule autour de la planète et il pleut. Voilà, on est dans une grande lessiveuse. C'est ça, le jardin planétaire.
Vous le voyez d'ailleurs ici, les gens qui ont construit leur maison là, c'est l'île de la Réunion, ils imaginent qu'ils ne sont pas dans l'eau. Ben, ils y sont complètement. Et bien sûr qu'il y a la mer en dessous et les nuages au-dessus. C'est toujours comme ça, les nuages orographiques se forment à partir de 1500 mètres, ok. Mais en réalité, il y a de l'eau aussi entre les deux. Donc on est dans cette situation-là, j'en parlerai très brièvement tout à l'heure. Et là, on est sur les apparentes limites du biome, c'est-à-dire celles qui obligent les plantes à rester dans une zone climatique dont je parlais tout à l'heure. C'est à propos du jardin du domaine du Rayol que j'ai beaucoup étudié cette question-là, puisque le projet est fait sur le biome méditerranéen. Sur la planète, il y a un biome, il y a une zone méditerranéenne dans le Chili central, en Afrique du Sud, en Australie, et bien sûr tout le tour de la Méditerranée. Ça donne des couleurs que vous voyez là. Et le continent théorique, ce sont toutes ces zones continentales donc émergées avec des couleurs qui correspondent à chaque fois à une zone climatique. Et on peut dire que ça, ce sont les seules limites vraiment qui existent pour les êtres vivants non humains, parce que les humains, eux, ils franchissent toutes les limites de biome. Hein. Eux, ils s'habillent, ils ont des prothèses. Donc ils peuvent franchir ou se refroidir ou se réchauffer, ce n'est pas un problème. Mais les plantes et les animaux, non. Le domaine du Rayol est situé au bord de la mer, avec des paysages qui s'inspirent de ces zones climatiques dans le monde, mais avec des plantes qui identifient, autour d'un grand axe comme celui-ci, qui identifient. Là, on est plutôt au Mexique, sec, subtropical sec. Là, on est en Australie, avec ce qu'ils appelaient autrefois les black boys, aujourd'hui les grass trees, qui brûlent. Hein. Tout c'est des choses, des plantes qui résistent très bien au feu. Là, on est en Nouvelle-Zélande. C'est toujours au domaine du Rayol, tout ça. Hein. Ici, on est au Chili, avec les Puyas. Donc il y a une identité paysagère qui apparaît dans chacun des lieux, mais ce qui veut être dit, c'est que voilà, il y a cette diversité, cette capacité de vivre toujours dans le même climat, même s'il y a des plantes qui ne se ressemblent pas beaucoup, mais elles peuvent vivre toutes de la même façon et toutes sont des pyrophytes. Elles vivent avec des feux répétitifs en fin d'année. Elles ont besoin du feu pour que soit levée la dormance de leurs graines, quelquefois du feu, de la fumée, donc il faut qu'il y ait des feux. Voilà, donc ça, c'est un monde absolument incroyable. Après, les modes de gestion, en dehors du fait que pour le jardin méditerranéen, il faudrait un peu jardiner avec le feu, mode de gestion très discutable parce qu'on ne met pas le feu au jardin. Ce qu'ils font pour multiplier certaines espèces au domaine du Rayol, les jardiniers, ils font chauffer une poêle, mettent les graines des cystes, qui est une très jolie plante, mais qui, s'il n'y a pas un feu, on ne les voit plus. Et ils donnent un petit coup de chaud et hop, ils peuvent les faire germer et elles germent. Et donc ça, c'est tout. On ne va pas mettre le feu. Mais il y a d'autres moyens, dans d'autres zones climatiques, d'introduire un mode de gestion qui va dans une certaine économie de la non-dépense. Et ici, un parc de 8 hectares qui est situé au cœur de Lyon, à l'ENS, ce qui intervient autour de cette diversité, géré un peu comme un jardin en mouvement, c'est une gestion de fauche autour d'un parterre tondu qui rassure un peu tout le monde parce que c'est bien droit, tout va bien. Et ce qui est fauché, eh bien ça c'est donné aux moutons. On fait la fauche au cœur de la ville de Lyon. C'est possible, hein, il suffit de le décider. Et les moutons sont là. Ils sont très gentils, ils sont faciles à élever, ceux-là. Les moutons des îles de Soé ne demandent pas beaucoup d'entretien. Et quand ils sont trop nombreux, on les passe à d'autres parcs. Donc avec ce qu'il y a dans comme méthode de jardinage dans ce parc, les animaux, les fauches qui servent à faire des couvertures du sol, les broyats à partir des branches et tout ça, le mulch que l'on met sur le jardin potager et le compost, ils n'exportent plus rien. C'est un modèle économique très intéressant parce que l'exportation des matières organiques qu'on jette à la poubelle, ce qui est stupide parce que c'est un trésor, ça coûte très cher en plus. Là, non. Donc ces questions, c'est une école. Hein. L'ENS, il y a 1 millier d'étudiants qui sont là, qui parlent aux moutons, hein, tout va bien.
Donc la question de la gestion est évidemment très importante, et je dis aussi que les moutons sont des co-signataires. Le sol, ce serait vraiment là, il faudrait passer beaucoup de temps pour faire une analyse et en parler. Mais le substrat sur lequel peuvent s'installer des plantes, il est quelquefois étrange. On se demande comment ça marche. Et sur du béton, là on est sur du béton, ça marche. C'est-à-dire qu'il existe toujours une série fleuristique pour aller sur n'importe quel sol, quel qu'il soit, y compris ceux qui nous paraissent les plus étranges. Vous en voyez pousser sur du goudron, sur de l'asphalte. Vous avez des arbres qui traversent tout ça, des racines qui poussent, enfin bon, qui repoussent le goudron. Sur le toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire, j'ai fait une proposition, puisqu'on m'avait demandé de faire un jardin, voilà, qui fait que dans la première partie que vous voyez ici, qui sont les chambres d'éclatement, c'est-à-dire là où les obus devaient tomber et éclater avant de blesser la dalle qui protégeait les sous-marins, elle était la seule partie finie, parce que quand la guerre était terminée, ils n'avaient pas fini de construire la base, ce qui fait que tout le reste n'est pas terminé. Il y a donc 3 parties, une des chambres d'éclatement finies, une là en travaux, enfin, qui ne sont pas terminées parce que les poutres ne sont pas placées, et une 3e où il n'y a rien. Et donc, je fais 3 parties de jardin, et ça s'appelle un petit peu le jardin du tiers-paysage, même si le tiers-paysage, là, n'est pas très présent. Le tiers-paysage, c'est l'espace où on ne fait rien. Mais il y en a une partie. Ça, c'est donc l'ensemble de la diversité installée dans les chambres d'éclatement qui ne sont pas recouvertes. Ah ben non, ça c'est bizarre. C'est n'importe quoi. Excusez-moi. Hein. Et de la partie des chambres d'éclatement qui, elles, sont terminées, émergent des trembles. C'est un très bel arbre dont les feuilles tremblent. Et l'idée était de faire trembler la base. Hein. Bon, pas sûr que ça marche, mais en tout cas, ça existe. Et puis, à l'intérieur, entre chacun de ces murs, il y a à chaque fois une série floristique qui peut résister à un sol qui est juste un petit tas de cailloux, quoi. Vraiment rien. Et il y a pas mal d'espèces comme ça qu'on est allé ramasser au bord de la Loire, hein, qui est pas loin. Donc voilà l'esprit de ce jardin qui réutilise toute l'architecture restante de la dalle. Et puis la dernière partie, on fait rien. Aujourd'hui, ça a beaucoup poussé par rapport à l'époque où cette photo a été prise. On fait rien, on observe. Il y a un professeur de botanique, il y a une classe d'étudiants qui viennent voir toutes les plantes qui arrivent et qui mettent un nom sur les étiquettes. Alors ça s'appelle le jardin des étiquettes. On a abandonné l'idée parce qu'à force de laisser les étiquettes quand les annuels meurent, s'en vont, il n'y a plus que l'étiquette. Et au bout d'un moment, on dit oui, non, c'est bien parce qu'elle était là. Oui, d'accord, mais enfin, ça n'allait plus parce qu'on ne voyait plus que des étiquettes. Bon. On a trouvé une autre méthode pédagogique. Ce sujet-là, celui de la végétation qui pousse par elle-même, a été franchement développé de façon scénographique sur le parc Matisse à Lille, dans cette île que vous voyez ici, qui a une forme d'une île qui existe aux antipodes de la ville de Lille et qui remplace. J'avais une colline, hein. En fait, c'est surélevé par rapport au niveau du sol. Je vais vous montrer la photo. Voilà les dessins, qui remplace le même projet qui était carré. Alors là, je m'adresse aux architectes. C'était carré, et on me dit, vous n'avez pas le droit de faire une architecture qui est carrée parce que c'est militaire. On est sur les anciennes fortifications Vauban, militaires, bien sûr, de la ville de Lille. D'accord, mais ça a disparu, tout a été rasé. Ça apparaissait, mais ce n'est pas du tout militaire ce que je voulais faire, mais ça n'a pas plu aux architectes des monuments historiques. Et donc on a mis longtemps à chercher une forme, et c'est grâce à Claude Courtecuisse, un artiste qui connaissait cette existence de cette île, qu'on a pu la trouver, et là ça a été accepté. Vous voyez, quelquefois on a des coins. Et ça, donc c'est ça, le résultat, au début du moins. Dans une colline de gravats, on a juste mis du béton qu'on a coulé dans la colline en terre et enlevé la paroi extérieure, enfin les bases de la colline extérieure, et ça a séché, ça a donné ça. Et toute la surface est envahie, enfin occupée, surface plane, par une végétation qui est venue toute seule, qui a fini par faire d'ailleurs un bosquet avec des saules blancs, comme ça. Mais la ville
de l'île, répondant aux peurs des habitants de la barre de logement qui n'était pas prévue à l'époque, enfin bon, et qui disaient, se plaignaient parce que ça avait l'air d'une friche au début, ils ont voulu la couper, non, l'enlever, mais ça coûtait trop cher. Enlever cette architecture qui était déjà lourde, hein, et la colline, bon, voilà. Et donc ils ont planté des arbres pour cacher. C'est stupide, franchement. Alors j'ai un rendez-vous en novembre avec la ville de Lille, la direction des espaces verts, et je vais y aller avec ma tronçonneuse pour couper les arbres, pour qu'on voit, parce que l'important, c'est d'accepter cette biodiversité spontanée qui pousse avec une grande énergie, qui transforme le paysage, bien sûr, mais ça c'était prévu, mais qui accueille des insectes, des oiseaux, etc., en disant, voilà, on a besoin de ça, pas uniquement de ça, non, mais même dans le cœur de la ville, on peut avoir du tiers-paysage. J'ai fait d'autres opérations portant sur ce sujet, notamment celle-ci, où vous voyez une sorte de plaque en bois qui se moule dans la roche, il y en a plusieurs en dessous, il y en a 5 en tout, qui permettent de s'installer pour observer l'évolution de ce paysage-là, qui, il y a à peu près, pas tout à fait un siècle, était entièrement cultivé. Ce sont des failles, des restanques, c'est horizontal, des petites terrasses, et il y avait plein de cultures. On n'imagine plus ça. Aujourd'hui, c'est une pente boisée, parce que ça a été abandonné. Bon, il y a eu la désertification rurale, mais pas uniquement. Et c'est devenu quelque chose qui est une richesse, malgré tout, bien sûr, de bois, de forêt, mais avec une assez grande diversité, et qui vient du fait qu'on ne fait rien. Aux étudiants, quand je les rencontre quelquefois, il y en a peut-être ici, je ne sais pas, je dis, dans ce métier que nous avons, jardinier ou paysagiste, si on ne fait rien, on est utile à tous. Il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça, hein, mais si on ne fait rien, on fait une forêt. C'est exceptionnel que ça ne marche pas comme ça. Et ça fait de l'oxygène, et là, tout le monde le partage. Donc on en est là pour l'instant. La masse boisée, aujourd'hui, en Europe, est supérieure très largement à celle qui existait il y a un siècle. Et heureusement qu'elle existe. Elle est dans toutes les pentes, parce que ça a été abandonné par les machines. Et si elle n'existait pas, ce serait pire, hein, la question climatique. Alors, je fais juste encore 2 thèmes. Là, c'est culturel, c'est le jardin du musée du Quai Branly. Quand j'ai eu à faire ce projet, je regardais de quelle culture il parlait, et à chaque fois, il y avait la tortue qui revient. Qu'il s'agisse du monde asiatique, où elle est cosmophore, elle porte le monde, des Hurons en Afrique, où on fait avouer les coupables sur des sièges en forme de tortue, ou bien des Indiens amérindiens en Amérique du Sud, où la forme de l'enclos où ils habitent est celle d'une tortue, et la queue donne la direction de la rivière, etc., etc. Ça m'a beaucoup intéressé. Donc je me suis servi de cet ovale. J'en ai parlé d'ailleurs à Jean Nouvel, qui a accepté l'idée que le toit du restaurant serait ovale. Il est là. Mais il y a d'autres... moi, le jardin, il est construit à partir de ça. Il n'y a pas de géométrie rectiligne. Et voilà, le dessin vous en donne une idée. Et les objets. Il y a des pierres que je suis allé chercher dans une carrière de lave à Volvic, quand elles avaient la forme d'une tortue. Ici, la plus grande terrasse en forme de tortue, près d'une entrée, une pergola en forme de tortue, etc. Mais enfin, dans l'ensemble, il y a des inclusions dans le sol avec des animaux ou des plantes qui renvoient à la lecture, à la vision animiste de ces cultures-là. Et l'idée pour moi était de faire quelque chose qui ne ressemble pas à un jardin occidental. Un jardin occidental, c'est du gazon et on met des arbres dessus et on tond. Là, non. C'est plutôt une savane arborée. Il y a quelque chose avec des plantes qui ont une forme graminoïde, qui montent très haut, et il y a quelques arbres dedans.
Voilà, même dans l'eau. Il y a des sortes de plantes qui sont un peu gramineuses. Donc ça, c'est le jardin du musée du Quai Branly. Donc, toute la composition s'appuie sur une charge symbolique, mais la gestion, elle est écologique. Pas toujours facile parce que les entreprises qui s'en occupent, ça dépend comment elles le font. Pédagogie, alors il y a plusieurs écoles et lycées où je suis intervenu, mais maintenant, bon, ils n'ont plus besoin de moi, en faisant des interventions dans des lieux qui sont en friche et où ils interviennent avec pas d'argent, quelques outils et une journée par semaine. Et ils passent leur travail à la promotion d'après. Et ça c'était le lycée Saint-Herblain près de Nantes. Ils font des installations, des constructions momentanées. Ça passe, ça change, ils recommencent, c'est pas grave. L'important étant de faire justement une énumération de toute la diversité, de voir comment on peut la favoriser, tout en faisant un jardin. Et au départ, c'était quand même des épines. Hein. Et puis il y a aussi tout le tracé qui vient avec des machines pour décider si on va voir une plante là ou si on veut aller plus vite à là, etc. Et ça change aussi tout le temps. Voilà, ils sont même arrivés à faire de la sculpture, on peut dire. Mais dans ce qu'on nous a montré avant par les architectes, il y avait des éléments comme ça aussi, où on fait de la sculpture avec autre chose. Là, c'est avec des plantes. Une plante que tout le monde déteste parce qu'elle est très épineuse, c'est l'ajon, l'Ulex europaeus, c'est terrible. Les étudiants, ils ont dit non, voilà. Ils font ça. Ou bien un labyrinthe avec des jeunes chênes qui devient un grand jeu pour eux, et au point que les promotions reviennent les années suivantes pour voir comment les autres jouent avec et vérifier s'ils n'ont pas fait de bêtises, etc. Ils discutent. Hein. Il y en a même qui ont fait une carte de vœux avec cette image-là. J'ai trouvé ça, c'était il y a 2 ans ou 3, là. J'ai trouvé ça très bien. Alors, je termine avec 2 choses. Le cercle immense qu'on est en train de faire en ce moment, c'est aussi pédagogique. Ça s'adresse à des jeunes qui réalisent cette partie-là que Claude Nicolas Ledoux avait construit, mais il n'a réalisé que la moitié. Il y avait les bâtiments des ouvriers et les jardins, et toute la direction est là, et le sel, puisque c'était une saline, et le sel arrivait par un saumoduc, le sel valait de l'or. Vous savez, qu'est-ce que c'est l'or aujourd'hui si on fait un projet qui est en rapport avec cette idée ? C'est la diversité qui est en péril et dont nous dépendons. Donc elle est mise en valeur dans tous ces jardins-là, avec une culture organisée par la gestion de la saline, et ici une vingtaine de projets qui sont proposés par des jeunes qui ont été sélectionnés sur concours, et j'ai fait l'appel à projets pour eux, en m'adressant à eux comme étant des oursons métis. Vous voyez ? Je vous dis, aujourd'hui, réchauffement climatique, les grizzlies et les polaires se rencontrent. Ils ont fait du boulot pour se rencontrer quand même, et puis ils souffrent parce qu'ils changent de milieu. Ils font des bébés, donc ils sont quand même fertiles entre eux. Ils l'étaient il y a des milliers d'années, mais bon, on pensait qu'ils ne l'étaient plus du fait d'une spéciation par isolement géographique, ça n'a pas eu lieu. Et les bébés en question, ils naissent dans le contexte, et tout va bien. C'est eux qui apprennent à leurs parents comment il faut faire pour vivre. Donc je dis, voilà, vous faites des jardins, vous sortez des écoles, le thème c'est le changement climatique, vous êtes des oursons métis, dites-nous ce qu'il faut faire. Alors là-dedans, il y a peut-être des gens des écoles, je vous dis la même chose. Hein. Vous allez nous apprendre. Donc ça, ça a été inauguré au mois de juillet, c'est en travaux quand même. Hein. Et voilà. C'est un lieu assez extraordinaire. Hein. Une vision utopique dans la construction, dans la façon de gérer les ouvriers à l'intérieur. Mais aujourd'hui, c'est un centre culturel de rencontre. Il y a des conférences, il y a des visites, des spectacles, etc. Enfin, c'est un bel endroit. Alors la fin, c'est ça. C'est l'eau. J'ai un peu commencé par là, en parlant du jardin planétaire avec l'eau. Là, c'est parce que je faisais une étude
qui partait du mont Gerbier de Jonc pour aller jusqu'à la grotte Chauvet, et en Ardèche, 2 mois et demi après une année de sécheresse, mais terrible, ça en était au mois d'octobre, tout était grillé, presque tous, on voyait quelques conifères un petit peu, mais bon. Et puis finalement, tout le monde se plaignait. On dit que la Loire naît au pied du mont Gerbier de Jonc. Bon, moi je monte. Non, c'est pas ça. Bon, je vous raconte parce que j'ai pas les images. Je monte, j'arrive presque en haut, et il y a une goutte d'eau qui tombe. Ça tchouk, tchouk. C'est quoi ce truc? C'est pas possible. Il fait sec depuis 2 mois et demi. C'est un touriste qui a perdu sa gourde. Non, pas du tout. Ça revient et ça coule, ça coule, ça coule. Donc je l'analyse comme étant un piège à eau, une tour à eau. L'humidité nocturne vient se concentrer là, se transformer en gouttelettes, et ça tombe. C'est la totalité du relief qui devient la source. C'est pas en bas, c'est tout, c'est en haut surtout. Donc je décrète que finalement, la Loire n'est pas en bas mais en haut, et qu'elle va des 2 côtés, l'Atlantique, la Méditerranée. Je refais la carte de France, je m'amuse avec ça, et j'en parle au parc des Monts d'Ardèche qui dit 2 ans plus tard, ou 3, je vous commande une tour à eau. Là j'étais un peu embêté. Sur la ligne du partage des eaux, dans ce relief, il voulait avoir des installations, entre guillemets, artistiques, en disant faites-nous ça, puisque vous en avez parlé. J'étais un peu pris au piège, mais enfin, j'ai pris la décision de dessiner. Je suis allé avec ce dessin voir un ingénieur de physique à l'Institut de physique de Paris, et je lui dis qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut récolter de l'eau avec l'humidité de l'air qui se condense la nuit avec un outil comme ça? Et il dit, c'est pas très rentable, mais ça peut marcher. Bon, il dit, c'est pas grave, on va le faire. Et on l'a fait. Et parce que bon, c'est simple, hein, vous voyez, il y a une vasque à l'intérieur. C'est que de la phonolite, c'est-à-dire des pierres c'est que des murs en pierre sèche, où l'eau se condense et les gouttelettes tombent et on récolte ça. Et ça a été construit assez rapidement, hein, en 1 mois, par une équipe Ellipse qui s'appelle, et qui a très très bien travaillé. Et après la fin de cet ouvrage, on continue à faire sec, hein, et il y a eu, au bout d'1 mois, le remplissage de la vasque. Et on peut la boire. Bon, c'est juste emblématique. Hein. C'est évidemment pas un endroit en France où il manque de l'eau, même si on est en Ardèche, où quelquefois il y a des moments secs, puis évidemment il y a le changement climatique, d'accord, mais c'est pour dire simplement que probablement on va aller vers la nécessité de gérer l'eau différemment, comme tout le reste, changement de modèle de vie, tout simplement, et qu'il va falloir trouver des moyens. Alors là, c'en est un, il y en a évidemment d'autres. Il y a les filets, peut-être vous connaissez les filets, sur lesquels se condense l'humidité aussi. Il y en a à Chili, à Tchougoungo. Il y a le jardinier des nuages qui accélère la chute de l'eau sur les filets. Et la maille des filets est inspirée de la feuille, c'est la largeur et la longueur de la feuille d'un arbre qu'on appelle l'arbre qui pleut et qui est situé sur les versants sud des îles Canaries où il ne pleut jamais et où il y a quand même de l'eau le matin. Et cette condensation fonctionne très très bien. Voilà. Donc je voulais parler de ça vers la fin, finir là-dessus, mais c'est tout, hein, parce que c'est un sujet crucial. On ne peut pas vivre sans eau. Je vous remercie de votre écoute.